Débat. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, de 11h à midi, vous le savez, nous commentons l'actualité. Nous sommes le lundi 27 janvier et nous allons débattre aujourd'hui avec Alexandre Malafaille, président du think tank Sinopia. Bonjour Valérie. Perrine Salé, porte-parole de l'association Femmes des Forces de l'Ordre en colère. Bonjour. François Coq, enseignant essayiste. Vous avez publié L'impératif démocratique. Bonjour. Bonjour. Et Sophie de Menton, chef d'entreprise et présidente du mouvement éthique. Bonjour. Comme tous les lundis, c'est la fête pour nos auditeurs. Voilà. On est content de vous avoir, déjà, Sophie. Déjà, Et ils critiquent avant que j'ouvre la bouche. Même pas. Bon. Non. On va parler un peu de municipal. Cédric Villani qui poursuit sa campagne malgré les ordres. Je ne sais pas si c'était des ordres, mais en tout cas l'amical conseil d'Emmanuel Macron qui lui a demandé de se retirer, de se désister ou de rallier Benjamin Griveaux. Alors, où est l'autorité du président de la République? Êtes-vous choqué par les ministres candidats au municipal? On va parler de l'interdiction des grenades, alors je sais pas comment on dit, Glyph 4, bonne nouvelle ou enfumage, et coronavirus, ce n'est pas ça dont je suis atteinte aujourd'hui. Peut-on éviter la psychose? Est-ce que vous êtes rassuré par les autorités? Est-ce que vous pensez qu'on en fait trop? Est-ce qu'Agnès Buzyn gère bien toute cette affaire? 0826 300 300 avec vous, et on va commencer avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. On va commencer avec, je sais pas, avec peut-être Perrine, c'est plus léger pour démarrer la semaine. Plus léger, je suis pas sûre que ce soit ouais. léger. Hein. C'est pas si léger que ça. C'est un coup de cœur. Oui. Pour une fois, c'est un coup de cœur. C'est le nouveau spectacle de Jérémy Ferrari. Vous voyez, c'est de la culture. C'est de la culture, mais c'est aussi un petit peu un coup de gueule qui pousse pour le domaine de la santé. Donc voilà, c'est pour ça que c'est un sujet un peu frileux en ce moment. En fait, on va parler dans ce spectacle de quelque chose de très personnel. Hein, c'est très introspectif, mais il y a aussi une belle critique du système de santé, un petit peu voir où ont été les erreurs, les questions des lobbies, enfin bref, du grand Jérémy Ferrari, un véritable chef-d'œuvre que j'ai été voir le soir de la première, le 24 janvier. Véritablement, j'encourage tout le monde à aller le voir. Et en quoi c'est un chef-d'œuvre? Pardon, mais il critique tout donc? En fait, c'est un humoriste qui fait de l'humour noir, mais de l'humour noir intelligent, avec énormément de recherche et très poussé. Et typiquement, un sujet qui me passionne beaucoup, la question de l'homéopathie. Je ne vais pas spoiler, on va dire, donc divulgacher pour les Québécois, un petit peu son spectacle. Mais voilà, il y a une vraie critique, mais satirique, et je trouve que c'est toujours très intelligent, très fin. Oui, il peut y avoir du bon humour. Oui, il y a du bon humour. Il y a également le spectacle de Florence Foresti, si vous êtes abonné à Canal+, que je vous encourage à regarder, qui est extrêmement drôle également. Voilà, c'était pour la note un petit peu plus légère. François Coq. Oui, moi je voudrais revenir sur l'avis du Conseil d'État qui a été rendu, vous savez, à propos du projet de loi sur la retraite, ou plutôt à propos des deux projets de loi, du projet de loi organique et du projet de loi ordinaire. Alors bien sûr, on a déjà beaucoup parlé du contenu, tout le monde a noté qu'il n'y avait pas d'études d'impact sérieuses et que les dispositions financières étaient lacunaires, c'est ce qui a été noté au paragraphe 3 par exemple, qu'il y avait un défaut de consultation des acteurs concernés, ce qui n'est pas rien, ce qui a été noté au paragraphe 4 par le Conseil d'État, qu'il y avait un problème de sécurité juridique du texte, qu'il y avait un caractère inapproprié, voire abusif du recours aux ordonnances, et je vais y revenir, qu'il n'y avait pas de régime réellement universel, et qu'il y avait un caractère probablement anticonstitutionnel, avec une entorse au principe d'équité. Mais donc on pourrait se poser la question, arrivé à ce stade, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ces gens sont, un, incompétents, deux, est-ce que c'est un passage en force, ou trois, est-ce que c'est une dissimulation volontaire, autrement dit un mensonge par omission? Sans doute un petit peu des trois. Mais au stade où nous en sommes rendus, moi ce qui me pose problème, c'est que nous allons bientôt arriver au Parlement. L'arrivée au Parlement va se faire en commission, puis le 17 février en séance plénière. Et d'une certaine façon, on s'en fiche un petit peu de ce qui va se passer au Parlement parce que les choses se jouent dans le champ administratif. Nous n'avons tellement plus aujourd'hui de perspectives, de débats politiques, d'avancées, de confrontations qui seraient légitimes, y compris si les avis sont divergents pour améliorer un terme. Permettez que j'aille au bout. Il n'y aura plus justement cette confrontation politique et on en est réduit à se rendre à l'avis et à se raccrocher à ce qu'on peut, c'est-à-dire l'avis du principal organe administratif dans ce pays. Je pense que tout cela n'est pas sain pour la démocratie, montre tous les manquements qu'il y a eu et au-delà même de la question des retraites, c'est vraiment la manière dont les décisions sont prises en commun dans ce pays, la manière dont on va recréer de la légitimité qui est posée. Ouais. On va passer à celui de Sophie. Je ne sais pas de quoi vous allez parler, Sophie. Oui, eh bien, écoutez, moi j'ai un coup de gueule parce que j'ai ma nièce qui était à Nouvelle-Sorbonne, Sorbonne Nouvelle,
qui quitte la fac. Elle était en LE. Ce qui veut dire les langues étrangères appliquées. Et elle en peut plus des grèves, elle en peut plus de la politisation des profs, qui leur expliquent à chaque fois pourquoi eux ils vont faire grève, etc. Elle ne supporte plus ça. Son frère est à Sorbonne-Panthéon. Les partiels ont été reportés, les grèves indéfiniment. Et je crois que alors la politisation des jeunes est absolument insupportable et c'est un vrai coup de gueule, c'est inadmissible, ça ne devrait pas être toléré. Mais la politisation des jeunes, ça veut rien dire, les jeunes sont politisés. Non mais elle leur explique pendant les cours pourquoi ils doivent suivre... des profs, la politisation des enseignants. Oui, l'incitation politique en tout cas, absolument. Est-ce que François Coq, qui est enseignant, fait de la politique pendant ses cours? On peut être sûr qu'il est neutre, ça se voit. Bien évidemment, moi je rappelle le principe de laïcité qui s'applique pas simplement au champ du religieux, mais au champ de toutes les idéologies. Mais moi, je suis enseignant dans le secondaire, donc il est normal que j'applique cette règle-là. Mais à la fac, les règles qui régissent l'enseignement supérieur sont extrêmement différentes aujourd'hui, et c'est le cadre légal qui veut ça. Vous savez, il y avait eu ce débat sur la question du port du voile à l'université, pour expliquer en quoi l'enseignement supérieur, en quoi la fac n'est pas la même chose que le second degré. Je relance pas ce débat, c'est une autre question. Mais en tout cas, c'est le même principe qui s'applique sur le champ des idées politiques. En d'autres termes, vous êtes pour que éventuellement les profs disent écoutez, voilà, je vais faire grève, il faut que vous vous rendiez compte, et que voilà, ils leur donnent leurs opinions politiques en permanence. Vous êtes en permanence, pour. Je ne suis pas sûr que ce soit ce qui se passe, mais qu'un enseignant à l'université explique pour quelle et quelle raison il ne sera pas là, ça ne me choque pas. Moi, je ne le ferai pas dans le secondaire, mais ça me choque pas que ce soit fait à l'université. Moi, ça me choque. Parce que comme vous le dites, c'est un moment de politisation pour les jeunes. Dans un sens, dans un autre, ils sont en train de se forger. Et sans doute aussi avec des allers-retours à cet âge-là. Ben voilà, ça participe de... Non, c'est pas à la fac. Non, c'est à cet âge-là, dans ce cadre-là, dans ce cadre de vous politisez les enfants, c'est pas normal. Mais vous politisez... Dans un seul sens, vous donnez votre opinion. Non, ils donnent des esprits sur lesquels ils donnent leur opinion sur des jeunes qui sont aujourd'hui en formation, en structuration de l'esprit, justement sur ces questions-là. Oui. Et donc ils sont admiratifs de leurs profs en principe, plutôt fragiles, et on leur donne... Écoutez, vous voulez qu'on fasse le distinguo entre la formation en économie qui est suivie... Vous plaisantez, la formation en économie, c'est un drame absolu en France. Et écoutez-moi, dans une fac ou dans une autre, vous voulez qu'on voit comment telle fac va accorder les credos néolibéraux, et dans une autre, ça va être différent. Vous croyez, n'ayez pas une image angélique de l'université qui est naturellement, et c'est plutôt ça, un bouillon de culture. Allez, je vais garder votre coup de gueule pour tout à l'heure pour faire une transition. Plusieurs sujets dont je voulais vous parler, de rendre hommage à Michou hier qui est mort à 88 ans, avec des hommages qui lui ont été rendus un petit peu par tout le monde. Alors, j'ai une amie qui m'a dit t'as pas ta photo avec Michou, t'es dead, la meuf est dead. Mais c'est vrai qu'il connaissait beaucoup de gens, c'était quelqu'un de très gentil, de très généreux. Et donc voilà, on a une pensée pour lui ce matin. Vous faire réagir peut-être sur Emmanuel Macron qui a souhaité le nouvel an lunaire aux Chinois. C'est normal? Oui. Pardon? Le nouvel an lunaire, il a souhaité, parce que c'est le nouvel an chinois, Emmanuel Macron. Donc, voilà. Bon, enfin, de toute façon, s'il l'avait pas souhaité, on l'aurait reproché. Voilà. Et la proposition de Benjamin Griveaux, ça va nous amener après sur les municipales, hier, dans le journal du dimanche, qui veut déplacer la gare de l'Est pour faire un Central Park à la place de la gare de l'Est. J'ai une attaque. Et je m'en doutais. Pourquoi une attaque? Alors, parce que, d'abord, Paris est un chantier. Paris est un chantier, les Parisiens ne savent plus où donner de la tête, Paris est sale, Paris est désemparé, la circulation est aberrante, la pollution à son maximum. On a envie d'apaisement, on a envie de ranger la maison. En tant que ménagère, j'ai envie de ranger la maison. Et là, on a envie d'un programme, d'une vision sur Paris. Qu'est-ce qu'on nous propose de faire Central Park? Entre guillemets, Central Park. Allusion à Central Park à New York, déjà, ce que je trouve assez curieux. Ensuite, un chantier qui va coûter 1 milliard et quelques d'euros, qui va durer probablement 5 ans, qui va toucher justement au rail, qui en ce moment, on sait à quel point c'est difficile dans les gares, etc., qui va encore désemparer les voyageurs. Non, mais bon, c'est des annonces de campagne, non? Oui, mais je trouve ça d'un ridicule achevé. Non, mais ce qui n'est pas ridicule, c'est de réfléchir à la ville de demain. Mais réfléchir, oui. Pardon, et donc de mettre des propositions sur la table. Bien, qu'est-ce qu'on veut faire de Paris demain? Qu'est-ce qu'on veut faire des grandes villes? Est-ce qu'à un moment donné, on se pose la question, de la sururbanisation? Est-ce qu'on remet l'homme au cœur de la ville? Est-ce qu'il ne faut pas des grands espaces pour remettre l'homme au cœur de la ville? Toutes ces questions-là, il faut les ouvrir. Alors après,
on peut dire, tiens, finalement, j'ai une idée, on va faire de la gare de l'Est autre chose. Pourquoi pas? Peut-être que ça ne se fera jamais, mais en tout cas, ça ouvre la voie à des réflexions. Voilà, la ville de demain, je rappelle, la ville n'a pas été pensée depuis 70 ans autour de l'homme. Elle a été pensée pour des contraintes d'obligation, de business, de concentration de population, de réponse à des... Avec Hidalgo, ça fait 5 ans qu'on passe soi-disant autour de l'homme. Pardon, toutes les capitales européennes aujourd'hui sont totalement dans une logique inverse de remettre l'homme au centre. Alors après, à Paris, on a fait plein de bêtises parce qu'on fait les projets sans se coordonner au niveau de Paris et de sa région. Voilà, mais il faut bouger, quoi. Il faut bouger. Je suis d'accord avec vous. Allez, vous voulez dire un mot? Non, juste un mot, parce que moi, là où il y a un enjeu important qui n'est absolument pas pris en compte pour l'instant dans ces municipales à Paris, c'est la question du lien entre Paris et sa banlieue. Et aujourd'hui, depuis des années, Paris devient une ville exclusivement de Parisiens qui rejettent à ses franges tout le reste de l'Île-de-France. Le reste de l'Île-de-France, c'est quand même 13 millions de personnes. Et dans cette municipale pour Paris, on ne parle que de Paris stricto sensu, qui va encore plus se cloisonner et se refermer sur lui-même. Je suis pas sûr que ce soit très bien d'un point de vue de la les électeurs sont parisiens. Paris, le Grand Paris et la région, enfin la gouvernance du grand bazar parisien est un scandale total. Je rejoins l'idée un petit peu sur le fait que on abandonne un petit peu le reste des banlieues et des provinces, parce qu'on a tendance à dire Paris et la province, mais c'est vrai, mais c'est un peu l'élection du maire de Paris quand même. Et moi qui viens de banlieue, effectivement, il y a un impact avec les gares. C'est ça qui me gêne dans ce sujet-là, et où on a tendance à un peu déresponsabiliser Paris par rapport à son axe qui est ferroviaire et qui est hyper important. Après, je pense aussi qu'il y a toute une réflexion qui est faite depuis des années à Paris même, en intramuros, on va dire, pour remodéliser la ville avec quelque chose de plus vert, sans voiture, etc. On en parle depuis très longtemps. Et je pense qu'effectivement, il y a un avenir qui doit se jouer là-dessus. Après... Voilà, c'est cette question de gare et de nature. Non, mais c'est une question de circulation. En fait, c'est la question de circulation. Aujourd'hui, quand Anne Hidalgo décide de fermer les quais et sans se concerter avec l'ensemble des élus de la région parisienne et de comprendre effectivement les flux de circulation de la région parisienne, c'est absurde. Il faut se concerter parce que derrière, il faut penser à la vraie vie des vrais gens. Et en même temps, si on ne fait que penser aux flux de circulation, au niveau des voitures, on n'avance pas parce qu'évidemment, c'est quand même un vrai sujet. C'est pour ça que c'est pas que l'élection des Parisiens. Paris, sans les 13 millions d'habitants de l'Île-de-France, Paris n'est rien. Allez, on va marquer une petite pause et on va revenir sur votre coup de cœur, Alexandre Malafaille, pour Monsieur Villani, pour Cédric Villani. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi pour commenter l'actualité. Où en est l'autorité du président de la République? Hier, Emmanuel Macron a convoqué, on peut le dire comme ça, Cédric Villani pour essayer de pacifier la relation avec le candidat Benjamin Griveaux. Alexandre Malafaille, vous en avez tiré un coup de cœur. Oui, parce que vous parliez d'autorité du président. Moi, je reviens en fait à un des points centraux de sa campagne, c'est le renouveau démocratique. Ça, c'était un engagement extrêmement fort. Et c'est-à-dire, ça a été une espèce de mouvement, le mouvement En Marche, le travail sur le terrain, ces 100 000 marcheurs qui étaient partout et qui sont venus et qui ont poussé un homme qui est devenu président avec vraiment cette envie de faire de la politique autrement. On voit où on en est 2 ans plus tard. Et lorsqu'il s'est agi de désigner pour La République En Marche son candidat pour Paris, ça s'est fait au terme d'un processus très opaque. Et finalement, c'est le candidat choisi par le président qui se retrouve à porter la tête de liste, en l'occurrence Benjamin Griveaux. Et vous avez autour de lui des gens qui ont dit non, cette façon de faire n'est pas la bonne, c'est pas la promesse du renouveau démocratique, et finalement on va continuer, nous, à porter cet idéal et à faire campagne et à essayer de proposer une alternative qui soit fidèle aux fondamentaux, aux valeurs de cette République En Marche qui s'était levée entre 2016 et 2017. Et c'est ce que fait Cédric Villani avec quelques autres qui prennent des risques, parce que quand vous avez un président et toute une équipe qui vous disent non, non, non et non, et que vous continuez, ça veut dire que vous avez du courage, vous avez eu Granson qui suit derrière, vous avez un certain nombre de personnalités de la République En Marche qui sont exposés, qui sont en première ligne et qui continuent à vouloir porter cet idéal de renouveau démocratique, de faire de la politique autrement et de servir la France et ceux qui les ont amenés aux affaires dans des conditions qui sont en tout cas en phase, et il n'y a pas ce grand écart qu'on peut voir aujourd'hui avec évidemment Benjamin Griveaux. Moi je rappellerai simplement que s'il avait gagné à la loyale contre ses adversaires, il n'en serait pas là. Il a été désigné au terme d'un processus opaque, c'est un poison quand vous êtes mal désigné, et il le paye aujourd'hui très cher. Je suis entièrement d'accord avec vous sur l'analyse du poison. Ce que je voulais dire, est-ce que c'est pas le rôle quand même alors, c'est le président de la République qui ne lui a pas enlevé, c'est lui-même qui s'est mis à l'écart, donc il n'a pas été autoritaire en disant je vous enlève la marque En Marche. Donc c'est Villani qui a dit moi-même, c'est pas clair du tout d'ailleurs, enfin il ne lui a pas enlevé l'investiture. Ce matin, Benjamin Griveaux est intervenu pour dire que Cédric Villani ne serait plus dans les heures qui viennent adhérent d'En Marche. Non, c'est Guérini qui l'a dit. C'est Guérini, et ça s'est pas passé comme ça. Il a dit j'ai choisi entre l'investiture d'un parti et les Parisiens. Et donc, alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand on a une machine à perdre dans son propre parti
avec 2 candidats qui s'opposent. Est-ce qu'on s'en lave les mains? Est-ce qu'on n'essaie pas quand même un petit peu de régler ça? Moi, je trouve qu'il a été plutôt discret, le président. Oui, sauf que là, il lui fait un bras d'honneur très clairement. Oui, c'est ça, oui. Villani lui répond par un bras d'honneur. Oui, mais c'est pas très élégant de la part de Villani. Oui, mais s'il a pas envie de. Oui, s'il a pas envie, alors à ce moment-là. Pourquoi il faut qu'il se couche? Pourquoi il faut qu'il se couche? Non, j'ai pas dit du tout qu'il fallait qu'il se couche. Je dis qu'il avait qu'à se séparer du label En Marche. Mais à mon avis, ça va se faire là maintenant. Mais ça y est, il va reprendre sa liberté. C'est ce qui est en train de se passer. Deux éléments. Le premier, quand même, moi, je suis très surpris que le président de la République, qui a peut-être un peu d'autres choses à faire en ce moment, se mêle à ce point de la tambouille, des élections municipales. Il s'en mêle pas. Vous rigolez. Il a invité à l'Élysée Cédric Villani avec la presse qui était convoquée autour pour donner à voir justement qu'il s'occupait de cela. Oui, le pauvre chat. Deuxième aspect, et là je vous rejoins sur ce que vous disiez sur Cédric Villani. On sait que Cédric Villani est un esprit libre, mais quelqu'un qui s'est aussi construit tout seul, monsieur est médaille Fields de mathématiques, ce qui n'est pas rien dans ce domaine-là. Et donc, il se sent libre d'agir et d'avancer par lui-même. Or, aujourd'hui, l'un des problèmes que nous avons, par rapport à ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est que la structure institutionnelle de notre pays fait que les députés doivent leur élection à celle du président de la République. Ça, c'est le résultat de l'inversion du calendrier électoral par Lionel Jospin en 2002. Et donc, les députés de la République En Marche doivent leur élection à celle d'Emmanuel Macron et d'une manière ou d'une autre sont liés et inféodés à celui-ci. Il faut donc que ce soit des esprits libres qui soient capables de s'en détacher comme l'a fait Cédric Villani et c'est pour ça que ces choses sont aussi peu visibles aujourd'hui quand bien même on sait qu'il y a des avis qui sont sans doute très divergents quant à la politique qui est menée depuis plus Jamais longtemps. on a eu un parti aussi peu godillot que celui-là. Vous rigolez, mais ils sont pas d'accord. Vous entendez quand même. Ils sont pas d'accord, ils s'engueulent tous. J'allais rebondir un petit peu là-dessus en considérant que... Bon, je ne vais pas faire de la politique en tant que telle, puisque j'observe une certaine neutralité, effectivement. Mais il y a quelque chose qui me semble assez notable en ce moment, surtout dans ce climat de contestation absolue. On a des personnages politiques qui affirment dans les médias, auprès de leurs électeurs, etc., leur désaccord profond. Et moi, je trouve que c'est assez remarquable, notamment dans cette campagne, avec Griveaux d'un côté et Villani de l'autre, ce côté de non, on a des désaccords et donc oui, je vais reprendre ma liberté. C'est la seule chose, moi, qui me frappe, où effectivement, on remarque que les désaccords sont intéressants et qu'il y a une politique tout autour de cela. Et effectivement, je rejoins Madame de Menton là-dessus, c'est que effectivement, dans La République En Marche, on a beaucoup de personnages comme ça qui osent dire qu'ils ne sont pas forcément en accord avec la politique donnée et la ligne directrice donnée. Oui, mais ça devrait quand même un tout petit peu interroger le premier d'entre eux. C'est-à-dire que quand vous voyez... Après, c'est pas à moi d'en tirer les conclusions. On va dire tout et son contraire. Non, mais le départ de Monsieur Collomb, par exemple, vous avez quand même toute une série de changements de casting et de prise de position qui devraient un tout petit peu interpeller ceux qui nous gouvernent. Non, le en même temps, il a touché ses limites. Parce que je reviens sur la désignation de Benjamin Griveaux. C'est une désignation qui s'est faite au terme d'un processus absurde, dont on savait que, évidemment, il y aurait qu'une seule... ce processus absurde. Le processus, c'est que vous avez une commission électorale, enfin une commission de désignation, qui, dans des conditions qui n'ont pas été précisées, ont choisi un candidat. Voilà. Ouais. Et alors qu'il y en avait 5 qui réclamaient un débat ouvert, qui n'ont pas eu de débat ouvert. On aurait très bien pu faire voter les militants. On aurait pu faire une espèce de journée entière dédiée à cette désignation avec un processus ouvert pour que le meilleur gagne devant tout le monde et non pas que celui imposé par le président. Parce que, oui, là, Emmanuel Macron s'est mêlé des affaires. Et c'est dommage parce que ça entache en fait quelque part la légitimité. On parlait de légitimité tout à l'heure. Ça entache cette espèce de qualité première qui est de dire on est porté part et donc on peut aller plus loin. Et il n'est pas porté part et donc aujourd'hui il est entravé. Et c'est dommage parce qu'on a besoin de faire de la politique autrement. Je dis pas que Griveaux est bien ou que Villani est mal. Ça c'est pas le sujet. Le sujet c'est d'avoir des gens qui sont capables de créer ce lien de confiance en disant il y a un processus légitime, je suis là, je vais faire mon boulot. Et ça va être payant pour lui, à votre avis? Un auditeur nous dit mais qui veut de l'étiquette En Marche aujourd'hui? De moins en moins, clairement. De moins en moins. Oui, parce que ça fait tellement vieux monde, quoi. Ça fait tellement oui, mais de toute façon, à Paris, je répète, est-ce que les gens vont voter pour leur maire d'arrondissement? Ils sont attachés à leur maire d'arrondissement. Ou est-ce qu'ils vont... Il y en a pas mal qui feront pas le calcul. Ou alors, est-ce qu'ils vont faire le tout contre Hidalgo? Ou encore, vont-ils voter pour ou contre le président de la République? Oui, dans le même ordre d'idée, Emmanuel Macron hier a enjoint ses ministres...
qui jusqu'à maintenant était plutôt discret, à se lancer dans la bataille des municipales. Mais là encore, on est sur quelque chose où on a un entre-soi au niveau de Paris, notamment dans ces élections municipales. On ne parle pas de la province, on ne se concentre pas là-dessus, on ne se concentre pas sur justement ces militants et ces votants, ces électeurs qui sont dans les provinces et dans les banlieues. On se concentre encore une fois sur Paris. Parce qu'ils veulent envoyer en province, entre guillemets, ils veulent envoyer des ministres en province. Moi, je trouve que la vraie bataille, elle est faire campagne, mais donc la vraie bataille, elle se joue à Paris pour eux. D'où c'est intolérable. Le coup des ministres qui vont faire campagne. Moi, que des ministres décident de soutenir quelqu'un, de participer à un meeting, d'aller faire un discours. Mais d'aller faire campagne. Ils n'ont pas le temps. Pardon, mais si aujourd'hui on était pragmatique, c'est comme quand Jean-Paul Delevoye cumulait 15 mandats en même temps qu'il était en charge de transformer le système des retraites. Pardon, on n'a pas le temps. Il faut être cohérent avec soi-même. Si on a une grosse mission, on assume sa grosse mission. C'est honteux quand on voit Agnès Buzyn qu'on pousse, qui a un boulot de chien entre le coronavirus, les hôpitaux, la réforme, etc., les retraites. Et on dit maintenant, il faudrait absolument qu'elle aille dans le 6e. C'est n'importe quoi. C'est improbable, ça. Enfin, on a quand même un problème et qui n'est pas résolu. C'est que je suis d'accord avec ce que vous disiez tout à l'heure, à savoir que La République En Marche et la France Insoumise d'ailleurs, à l'époque de la campagne de 2017, avaient levé un espoir, la promesse d'un renouveau démocratique, en disant qu'ils allaient être le chaînon démocratique manquant entre les gens et la représentation. Nouveau manquant. Manquant à mon sens, parce qu'aujourd'hui il y a un problème il y a une crise de la représentativité. Eh bien, 2 ans et demi après, on voit avec ces municipales, mais pas simplement. On l'a vu aussi avec la manière dont la vie parlementaire a eu lieu depuis 2 ans, que cette promesse n'a pas été tenue. Et je continue pour autant à penser que le diagnostic qui avait été posé par ces 2 formations, après avec des conclusions qui n'avaient été tirées différemment pour l'une et pour l'autre, mais que ce diagnostic reste plus que jamais le bon. On a aujourd'hui un vide démocratique qui s'exprime au plus près du terrain avec ces municipales. On parle de Paris, mais on voit que La République En Marche, mais comme la France Insoumise et comme d'autres, sont éclatés à Montpellier, à Biarritz, à Lyon, à Bordeaux, à Toulouse, dans la plupart des grandes villes de France. Et donc aujourd'hui, peut-être que les uns et les autres seraient bien inspirés de reprendre ce fil démocratique. C'est la légitimité pour moi. C'est simplement mais ça. C'est la clé en fait. On se rend compte que le modèle démocratique aujourd'hui repose sur le pilier de la démocratie représentative, qu'il faut la faire évoluer. Le président de la République a dit il y a 15 jours, quand il a ouvert la conférence au Conseil économique et social, a fait une petite analyse de la situation qui était brillantissime, au sens brillantissime. Vraiment, il posait les bonnes questions, les bonnes analyses, sauf que derrière, la pratique est à l'inverse. Donc il y a un vrai problème de schizophrénie. Allez, on se retrouve dans un instant. On aura René en ligne avec nous qui nous appelle au 0826 300 300. Vous pouvez également nous appeler. Pas du tout. Pas du tout. Il nous appelle de Toulouse. Et voilà, 0826 300 300. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio, de retour dans le studio avec aujourd'hui Alexandre Malafaille, Perrine Salé, François Coq et Sophie de Menton. On va parler de l'interdiction des grenades Gli F4 dans un instant. Mais René voulait réagir au sujet précédent, à savoir la fin de non-recevoir adressée par Cédric Villani au président de la République. Bonjour René. Oui, bonjour ma chère Valérie, bonjour à vos invités. Eh bien écoutez, je ne suis pas du tout surpris de ce qui se passe aujourd'hui en termes de dissension à l'intérieur de la République En Marche. C'était fatal. Le concept du en même temps a montré d'ores et déjà ses limites. Et ma chère Valérie, si je devais rédiger un rapport d'étape sur la Macronie, je commencerai par dire un leader brillant, fort potentiel intellectuel, doté d'un déterminisme jamais égalé depuis la Ve République, y compris Charles de Gaulle. Et c'est justement là le problème, puisque les avocats d'affaires, les administrateurs judiciaires, les experts comptables, lorsqu'ils vous disent que les plus grandes catastrophes sont faites justement par des gens à fort potentiel et déterminés, eh bien, nous avons avec Emmanuel Macron un grand bonhomme, je vais dire, un intellectuel, mais qui est malheureusement pour nous un diviseur, ce n'est pas un rassembleur. Et par exemple, le parallèle qu'il a fait entre l'action de Jacques Chirac pour l'histoire de la Shoah avec la guerre d'Algérie est une provocation. Alors pardon, Sophie, on laisse parler l'auditeur jusqu'au bout. Oui. Vous attendez qu'il ait terminé. Mais très bien son analyse, mais que là non. Vous le laissez terminer. René, allez au bout. Une provocation essentielle. Donc aujourd'hui, nous devons considérer que le système Macron
est dangereux, ne marche pas, et la parole, maintenant, est aux autres mouvements politiques. Je conclus, Valérie, en disant qu'il est grand temps que les législatives se passent avant la présidentielle et que nous mettions une dose proportionnelle pour que la représentation parlementaire retrouve de l'autonomie et nous évite d'avoir dans la rue les colères que nous connaissons. Merci de m'avoir laissé parler. Merci René. Voilà, il faut aller laisser les gens s'exprimer. Non, j'avais juste un tout petit mot. On voulait l'aborder, ce sujet, sur la comparaison, effectivement, le devoir de mémoire sur la guerre d'Algérie et la Shoah. On voulait le faire éventuellement demain, mais on peut en dire quelques mots. Non, il y avait deux parties. Je trouve une très bonne analyse sur le fort potentiel de Macron qui malheureusement divise. Je trouve que c'était une très bonne analyse. En revanche, je trouve navrant qu'on se précipite sur des détails en disant qu'il a imité Chirac, ce qui a aucun intérêt, ce qui est probablement absolument faux. Non, mais là c'était imiter Chirac, c'est pas imiter Chirac, c'est-à-dire que on parle pas de ce qui s'est passé en Israël. On parle de ce qu'il a dit dans l'avion où il a fait référence au devoir de mémoire. Chirac avait ouvert la porte à la commémoration en parlant de la Shoah, et donc lui a repris cette idée-là, ou en tout cas. Alors ça, c'est différent, c'est effectivement une vraie gaffe. Ça n'a strictement rien à voir, et on en reparlera. Je voudrais qu'on parle donc de l'interdiction des grenades Gli F4. Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, vient d'annoncer le retrait de ces grenades responsables de très nombreuses mutilations. Il a fait donc un geste apparemment pour répondre aux critiques sur le maintien de l'ordre. Toutefois, ce retrait visiblement symbolique n'est que symbolique, puisque ces grenades, Perrine Salé, étaient déjà en fin de stock. C'est ça. Donc c'est de la com, encore une fois. Alors on va reprendre le problème à la base. On a entendu parler vraiment des Gli F4 à partir du moment où on a parlé des manifestations Gilets jaunes où il y a eu des mutilations. Chose que je ne vais absolument pas nier puisque les faits sont là. Point particulier, c'est effectivement une arme qui n'est plus produite depuis 2014. Donc on arrive à épuisement des stocks. Par contre, il faut bien comprendre qu'il y a deux effets dans cette annonce. Premièrement, il y a un effet d'apaisement recherché, on va dire, auprès des manifestants qui vont encore manifester et parfois manifester de façon virulente et toujours accuser certains armements de nos forces de l'ordre. Point particulier, il faut comprendre aussi pourquoi elles sont employées, ces armes, et quel était le but recherché au moment où on les a mises en place. La Gli F4 est une arme, donc une grenade, qui a une charge de tholite, si je ne me trompe pas, donc une charge explosive. C'est ce qui a créé malheureusement des membres arrachés parce que des manifestants volontairement viennent ramasser l'objet pour soit le renvoyer ou par pure interrogation, je ne spéculerai pas là-dessus, et se voient avec une main arrachée. D'où ces fameuses mutilations. Sauf que c'est une grenade employée vraiment en dernier recours, qui répond à l'article 431-3 du Code pénal, c'est-à-dire quand les manifestants sont réunis en attroupement et qu'il faut les disperser par la force, parce qu'il y a des exactions commises. Donc, c'est l'officier du ministère public, préfet, commissaire, officier de police judiciaire, qui va mentionner cette dispersion et donc qui va ordonner l'usage de ces armes en dernier recours. C'est ça qui m'importe beaucoup. Donc il y a deux effets dans cette annonce. Il y a l'apaisement et il y a aussi parfois un petit peu de colère en se disant on a encore le premier flic de France qui abandonne ses hommes sur le front là avec les élections municipales qui arrivent, etc., etc. Cependant, effectivement, il y a un vrai flop pour le ministre de l'Intérieur, parce que là encore, on arrive à savoir que on a un épuisement des stocks et surtout qu'il va y avoir une grenade qui va la remplacer. C'est la GM2L. La GM2L va avoir des améliorations par rapport à la Gli F4, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de tholite, donc plus d'explosifs, mais qu'on va avoir un composant pyrotechnique pour qui est très puissant et très dangereux aussi. Alors non, parce qu'il ne va pas y avoir, non. Si, il y a quand même un danger, ça reste une arme, faut pas se leurrer. Cependant, il va plus y avoir d'éclats vulnérables, c'est-à-dire qu'on va plus avoir cet effet d'explosion avec des petits éclats qui vont aller à droite, à gauche. Ce qui a blessé ceux qui ont été mutilés. Ce qui a blessé notamment certains qui ont été mutilés. Et d'autre part, il va y avoir aussi un composite qui va être éjectable et qui
comporte le petit pictogramme ne pas ramasser. C'est un point qui est aussi assez intéressant. C'est écrit que c'est comme le port-salut, c'est écrit dessus. Voilà. Cependant, le point. Dans combien de langues ? Donc quoi ? Donc ça veut dire Perrine Salé quoi ? Que c'est un effet d'annonce. C'est un effet d'annonce, mais qui pose vraiment à mon sens, une bonne question sur ces questions d'armes intermédiaires, sur comment renouveler la panoplie de nos forces de l'ordre. Donc je pense que ça a du bien dans le fond, qu'on va passer aussi à une grenade un peu moins dangereuse, j'entends bien, il n'y aura pas ce côté explosif, il n'y aura que de la pyrotechnique, et on va conserver le but recherché, c'est-à-dire un bruit assourdissant et du gaz lacrymogène pour permettre la dispersion, mais qu'on demeure toujours sur un principe de précaution. François Coq, bon. Cette annonce. Monsieur Castaner est un charlatan. Ça c'est fait. C'est clair. Monsieur Castaner est un charlatan tout simplement parce que il est venu tout benoîtement hier à l'antenne faire une annonce sur des faits qui sont connus depuis plus d'1 an. Le 18 décembre 2018, un sénateur, Pierre Laurent, posait une question écrite au Sénat sur l'utilisation de ces grenades Sénateur communiste. Sénateur communiste, Pierre Laurent, effectivement. 2 mois après, le ministère de l'Intérieur lui répondait et disait à cette époque déjà que les grenades Glyph-4 n'étaient plus produites effectivement depuis 2014, qu'elles allaient être écoulées jusqu'à épuisement du stock et qu'elles allaient être remplacées par ces nouvelles grenades qui étaient évoquées il y a un instant, les GM2L. Entre-temps, le bilan, c'est quand même 33 blessés dus au Glyph-4 et 5 mains arrachées. On a une nouvelle grenade qui, elle, non seulement sera encore dangereuse, mais qui sera dangereuse au même niveau que la précédente. Je vous renvoie, là encore, au ministère de l'Intérieur lui-même, qui, dans le mémoire qu'il a rendu devant le Conseil d'État, disait que la dangerosité de la nouvelle grenade GM2L était quasi similaire. Ce sont les mots du ministère de l'Intérieur à la grenade Glyph-4. Autrement dit, on a là une pure opération de communication de la part du ministre de l'Intérieur. Et moi, je dois vous dire que je suis quand même très abîmé au fond de moi que dans notre pays, nous en soyons réduits les uns les autres à être en train de commenter la constitution d'appareils du maintien de l'ordre, l'appareil, tout ce qui constitue les munitions. On parlait tout à l'heure de l'état de notre démocratie. Je pense qu'aujourd'hui, une démocratie ne fonctionne pas quand le premier sujet qui est sur la table en ce 27 janvier est la manière dont sont constituées les armes de défense. Oui, mais on défend avec quoi ? Avec des fleurs, avec des... Tout va bien. S'il y a besoin d'avoir ces armes depuis 18 mois, c'est qu'il n'y a eu aucune réponse politique qui a apporté. Est-ce que vous comprenez ça quand même ? Mais ça, c'est autre chose. Mais c'est autre chose, on règle la question politique et dans ce cas-là, on revient à une situation apaisée, soit on reste dans le chaos et le désordre permanent qui est celui que nous connaissons depuis le début du quinquennat. Juste pour vous apporter une contradiction, mais sur un point précis, rappelez-vous ces fameuses manifestations du 1er mai qui avait permis à M. Benalla de sortir de l'ombre, si je puis dire. Bon, je ne parle pas de Benalla, mais je parle de ce qui s'était passé ce jour-là. Il n'y avait pas de gilets jaunes, il n'y avait rien de tout ça. Il y avait par contre une immense marée de Black Bloc. Oui. Voilà, et ceux-là, ils étaient là. Et à un moment donné, ce que vous dites est important parce que ça fait réfléchir sur l'usage de ces armes non létales. Mais la problématique, c'est quoi ? C'est la doctrine d'emploi et c'est la formation des personnels. Là, c'est des vrais sujets. Parce que si vous partez sur le principe que, globalement, il ne faut garder que des armes létales et rien du tout, et puis un bâton de CRS, dis pardon, mais vous allez avoir une problématique de capacité à simplement assurer le rôle des forces de l'ordre avec toute la polyvalence qui est la leur. Parce que le rôle des forces de l'ordre, c'est pas que de contenir des manifestations. Il y a de multiples occasions où, à un moment donné, il faut avoir les bonnes armes, ou en tout cas les bons moyens d'agir, d'intervenir. Et donc, si vous enlevez petit à petit cette panoplie, entre guillemets, d'outils aux forces de l'ordre et que vous ne gardez que des armes létales, les revolvers de service, les armes de service, et puis simplement la matraque ou vous aurez à un moment donné un problème de maintien de l'ordre. Et vous aurez un double problème, c'est qu'à un moment donné, si les hommes et les femmes qui sont au pouvoir ont besoin d'être protégés et qu'en face il y a personne pour les défendre, le système risque de s'effondrer. Donc il faut avoir cette capacité à contenir. Et le contentement des manifestations, c'est un sujet extrêmement difficile. Doctrine et formation. 0826 300 300. Puisque vous dites que je dis n'importe quoi quand je dis qu'il y a l'histoire de la France est émaillée de ces épisodes violents. Et je pense que les armes sont des armes de dissuasion, entre guillemets. Ça veut dire que, aussi bien en interne, pas n'importe quelles armes, bien sûr, et il faut faire attention, mais il est évident que on doit avoir un pouvoir de réaction, comme le dit exactement Alexandre. Je tiens juste à préciser un dernier point, c'est que la Glyph-4 était employée dans le cadre de 431-3. Juste un 431-3 du Code pénal. Ce qui veut dire qu'il y a
individus dans le cortège de manifestations qui rendent la manifestation violente, et particulièrement violente puisqu'il y a des jets d'acide, il y a des jets de pavés. Que l'on veuille dire que les pavés par rapport à des grenades, c'est pas la même chose, j'entends bien si vous voulez, mais il y a des jets d'acide qui sont faits pour défigurer, il y a des jets de cocktails Molotov qui sont faits pour tuer et qui sont considérés comme étant des armes de guerre. Et c'est à ça que les forces de l'ordre ont des munitions particulières et qui ont un cadre légal très spécifique. Sauf que la question de la doctrine du maintien de l'ordre vient d'être posée et il faut la rejoindre. Est-ce que vous pourriez vous calmer 30 secondes? Vous parlez des Black Blocs, vous parlez des Black Blocs qui se terminer. constituent à l'avant des cortèges. Sauf qu'à un moment donné, il a été accepté Mais pas que ces forcément à Black l'avant Blocs des se cortèges, constituent. mais est-ce que vous faites partie des gens qui étaient sur place, oui. Est-ce que vous faites partie des personnes qui réfléchissent sur le maintien de l'ordre ou pas du tout? Bah écoutez, oui, il y en a quelques idées quand même dans le domaine de celles et ceux qui sont sur le terrain. Quelles sont-elles? Allez-y, dites-moi, parce que là, ça par m'intéresse exemple, beaucoup. peut-être qu'il faut intervenir en amont sur la constitution des cortèges, que tout le monde a remarqué que depuis 2016, à l'époque où Bernard Cazeneuve était le ministre de l'Intérieur, on a laissé se constituer en amont des cortèges, justement des rassemblements de Black Blocs, qui n'étaient plus dissous à ce moment-là. Et donc, de fait, derrière, il y a des climats de manifestation tout autres qui se sont créés. Et moi, je pense d'ailleurs que la manière dont les mouvements aujourd'hui se déroulent traduisent aussi l'ensemble de cette évolution qu'on connaît depuis 4 à 5 ans avec ce changement de doctrine. Donc dites-moi, comment est-ce que vous interpellez des personnes sur une pure suspicion? Pardonnez-moi. Non, pardon, là vous êtes en train de lancer l'idée de la théorie du complot comme qu'on laisserait faire pour ça dégénère. Pardon, ça se passe pas du tout comme ça. Et si c'était si facile de contenir, je pense que tout le monde aurait déjà trouvé les solutions. Quand vous avez les images sur le pont d'Austerlitz. Non, mais attendez, quand vous avez un certain nombre de centaines de personnes qui arrivent de toutes parts, qui viennent effectivement pour en découdre, pardon, ça s'arrête pas comme ça. Ou alors il faut accepter d'être dans une démocratie beaucoup plus dure, beaucoup plus autoritaire, faire ce qui se passe dans d'autres pays. Et là, pour le coup, vous allez voir, les gens vont rentrer dans l'ordre. Mais si on est en France et qu'on accepte que c'est l'état de droit d'abord et l'état de droit avant tout, je peux vous garantir que l'équilibre entre l'ordre et le désordre est quand même très fragile. Et vous ne pouvez pas interpeller en amont parce que justement, vous ne pouvez pas interpeller des personnes sur une question de suspicion. Ce serait intolérable dans un tel état de droit. C'est ce qui a été fait pour certains gilets jaunes, apparemment, quand même. Non, parce qu'il y a des fichages qui sont faits, il y a des personnes qui ont été condamnées, on va venir vérifier certaines choses, on va faire des saisies d'objets qui sont considérés par armes par destination ou alors des masques, etc. On va venir les enlever parce qu'il y a des lois qui sont posées, mais vous n'avez pas d'interpellation préventif, ça n'existe pas. Le simple fait d'une suspicion, c'est pas parce que demain j'arrive habillée en noir avec un bonnet noir que je vais être interpellée en me disant t'es une Black Bloc. Et viens, on va t'emmener au commissariat et tu vas rester à ce moment-là. Et quid de ce que disent certains de nos auditeurs, à savoir des CRS m'ont dit qu'ils avaient ordre de ne pas interpeller les Black Blocs. C'est quoi? C'est du complot, alors déjà, du fantasme? C'est du fantasme. C'est purement du fantasme dans le simple. Enfin, il y a une question où pourtant on voit les images où on voit ces gens qui circulent en toute impunité. Il y a une question de mise en sécurité, non seulement et des manifestants et des forces de l'ordre. Vous ne pouvez pas aller interpeller si vous n'avez pas une question de sécurité derrière. C'est pour ça qu'il vaut mieux aller interpeller la personne, soit en amont parce qu'on a remarqué que effectivement il y avait une détention d'un objet particulièrement grave, typiquement un cocktail Molotov, ça se repère un petit peu, ou les préparations, ça se voit un petit peu. On va venir les interpeller soit avant que ça ne dégénère, soit après que ça ait dégénéré, pour prendre en flagrant délit, en fait, tout simplement. Tout simplement en flagrant délit. On a Olivier en ligne avec nous. Bonjour Olivier. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, je vous ai entendu là un petit peu deviser sur les uns les autres sur la manière de maintenir l'ordre dans les manifestations. Moi, il y a quelque chose qu'on a occulté depuis le début là, de votre conversation. Ça, on parle de violence dans les manifestations, mais l'origine de la violence, elle vient d'où? Elle vient des mesures gouvernementales qui sont prises, de la violence sociale qu'on inflige aux Français. Elle est là l'origine. Avant, on manifestait tranquillement, les syndicats manifestaient tranquillement, il n'y avait pas de problème, mais le pouvoir a durci sa position. Et on arrive à une radicalité du pouvoir qui devient tellement importante que le seul moyen de se faire entendre ou de répondre à cette violence, parce qu'il y a quand même une violence, à l'origine de la violence, elle vient de là, quoi, des mesures sociales qui sont prises. Donc, ça dépend des manifestations. Il y a des manifestations qui sont bien encadrées, qui se déroulent dans le calme. On n'en parle pas du tout d'ailleurs. Il y a effectivement une violence extérieure. Ce ne sont pas des manifestations à revendication sociale. Vendredi dernier, ça s'est bien passé. Ne mélangez pas les manifestations sur le climat et les manifestations avec une revendication sociale. Si, et les retraites, c'est quoi? C'est pas une revendication sociale?
Pourtant, ça s'est super bien passé et dans toute la France et tous les médias en ont parlé. Donc visiblement, les violences ne sont pas le meilleur moyen pour faire avancer une revendication sociale. Cependant, je tiens juste à vous signaler un point, c'est que la question qui était évoquée dans le débat était de savoir si l'effet d'annonce de M. Castaner était simplement un effet d'annonce ou savoir si c'était un réel changement. Le point où on est tous d'accord là-dessus, c'est que c'est un effet d'annonce. Plus ou moins bien géré, ou plus ou moins bien fait. C'est vrai quand même. Oui, c'est vrai. Par la force des choses, c'est qu'il n'y a plus de munitions. Il n'y a plus de munitions. En tout cas, il n'y en aura plus de cette arme. Oui, mais on le fabrique plus depuis 2014. Donc, il annonce ça un an après que l'information a été donnée. Après l'acte 63, c'est mieux de le dire que de ne pas le dire. L'acte 63, nous en sommes des Gilets jaunes. Depuis le temps qu'on parle de cette arme-là, c'est mieux de le dire que de ne pas le dire. Oui, bien sûr. C'est pour ça que c'est un effet d'annonce. Alors, on va marquer une petite pause et on continue ce débat dans un instant. 0826 300 300. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, vous retrouverez ensuite André Berkoff, interdiction des grenades Gli F4, bonne nouvelle ou effet de com, coup de com, c'est un petit peu ce qui ressort de notre débat ce matin. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Moi, je voudrais commenter ce que disait votre auditeur. Oui. C'est vrai qu'il y a une forme de violence pour beaucoup de gens perçue par l'action du gouvernement. On passe en force, on n'écoute pas. En tout cas, le sentiment qu'on a, c'est qu'on n'écoute pas. On prend des décisions qui sont pas les bonnes, c'est pas bon pour nous. Voilà. Donc, en face de ça, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu finalement la radicalisation, si je puis dire, de certaines formes d'action. Mais quand je dis radicalisation, je dis pas violence. Je dis simplement des actions qui rentrent dans la durée et qui prennent des positions engagées. Typiquement les gilets jaunes. Là, c'est vraiment quelque chose. Ça a duré presque un an, ça a bloqué des ronds-points, ça a été très paralysant, c'est toujours le cas. Bon, et puis après vous avez là, bien géré, plutôt bien géré. Non, mais le but c'était pas après il y a eu je vais y venir. Et après vous avez maintenant ces grèves, notamment dans les transports, qui durent depuis plus de 50 jours. Voilà, vous avez des gens qui basculent effectivement dans une logique vraiment de radicalité en disant on n'est pas d'accord, mais on va se faire respecter, se faire entendre. Et tant ça marche, les gilets jaunes ont obtenu des compensations à un moment donné. Bon, bref, en tout cas, ça peut le faire, comme on dit. Et à côté de ça, vous avez une petite frange de gens qui sont, si je puis dire, perdus pour la cause, qui sont notamment les Black Blocs, etc., qui sont des gens qui sont dans une logique ultra contestataire, qui portent un autre projet, qui n'est pas celui d'une société qu'on veut transformer en essayant de trouver les meilleurs équilibres possibles, qui sont là pour casser à la fois la société en tant que telle, et puis chaque fois qu'ils manifestent pour casser ce qui est autour d'eux, parce que c'est leur manière d'expression. Et ça, le mélange des deux, ça peut être explosif, on l'a vu avec les Gilets jaunes, et ça, pour le coup, et pour les forces de l'ordre, quand elles sont face à ça, à l'instant T, c'est pour ça que je suis pas d'accord avec ce que vous disiez tout à l'heure, en disant que sur le pont d'Austerlitz, il y a 4 ans, en 2016, on avait laissé faire. Il faut imaginer ce que c'est que de gérer à chaud une crise comme celle-là. Et si vous n'êtes pas bien préparé au moment où ça survient, vous risquez effectivement d'avoir des conséquences pour coups dramatiques, c'est-à-dire qu'on n'emploiera pas les bonnes armes, ou alors effectivement on va les employer et vous allez voir ce qui va se passer. Voilà, c'est pour ça que je dis que c'est très difficile de séparer les sujets, et en même temps il faut bien les séparer. Est-ce que vous convenez, comme le disait l'auditeur, et qui à mon sens avait raison, que pour régler cette question des Black Blocs ou des éléments violents dont vous parliez, le mieux serait peut-être d'apporter une réponse politique aux mouvements d'ensemble dans lesquels ceux-là viennent se fondre. Parce que la question n'est pas celle des Black Blocs, et on ne parlerait pas aujourd'hui de ces grenades. Si une réponse politique avait été apportée tant au mouvement des Gilets jaunes qu'au mouvement actuel, sur les retraites. Ce serait quoi la réponse Mais écoutez, politique ? les gens, quand ils disent, comme l'a dit cet auditeur, et c'est un sentiment partagé par beaucoup, qu'aujourd'hui, ils n'ont pas la sensation de pouvoir agir autrement qu'en répondant à une forme de violence institutionnelle par une autre forme de radicalité, ou pour certains, de violence physique. C'est qu'à un moment donné, notre fonctionnement démocratique ne fonctionne pas. Et donc, à un moment donné, il faut recréer les conditions. Cette réforme des retraites, en fait, tout le monde comprend que même si elle va au bout, ce sera un passage en force. Ça veut dire la violence, ça veut dire être violent, ça veut dire être violent. Vous dites, ça veut dire que la seule réponse, c'est la violence. Non, ce que je dis, c'est que face aujourd'hui à une situation qui est une situation de blocage, il faut apporter une solution politique. Aujourd'hui, nous en sommes à plus de 50 jours sur cette question des retraites. On voit que la question n'est absolument pas réglée, ni dans l'opinion, ni avec celles et ceux qui sont engagés. Eh ben, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? On rediscute, on passe pas en force comme essaie de le faire Monsieur Macron et Monsieur Philippe, en disant on va régler la question avec 29 ordonnances, parce que c'est ça qui vient marqué dans le projet de loi. Il va y avoir 29 ordonnances qui vont être le fait du prince et qui vont régler la question. Non, mais là où on peut se rejoindre, c'est que, en effet, quand un projet est aussi mal monté, et quand on est à ce point-là obligé de
de tordre le bras de sa nation pour passer sa réforme, c'est qu'il y a un problème. Après, pour le reste, évidemment, moi je serais favorable, on en parlait en off avec Sophie de Menton, dire aujourd'hui, il faudrait que le gouvernement ait le courage de retirer son dossier, et pas simplement retirer pour perdre. Et pour dire, voilà, écoutez, bon, ok, on s'est pas bien compris, on va reprendre tout à plat. De toute façon, c'est un grand projet pour la France, ça peut être même un projet de société, mais pas dans ces conditions-là, parce qu'aujourd'hui, les gens, 61% des Français ne veulent pas, effectivement, de cette réforme, mais on est à 50 jours de grève. À un moment donné, il fait absurde. Là, il y a une impasse. Et en plus, quand on regarde le projet dans le détail, on voit bien qu'il a été vidé pour l'essentiel de son sens initial. Absolument. Et on va arriver au bout du compte à un système qui sera universel dit à point, et au bout du compte qui va ressembler à celui qu'on avait avant avec des nouveaux mots, quoi. Donc c'est pas satisfaisant du tout, et avec des perdants qui sont pas d'accord pour perdre. Voilà. Donc il faut remettre tout à plat. Ce serait très grandissant, si je puis dire, pour les gens qui nous gouvernent. Et je pense qu'ils auraient l'adhésion du pays, et ils permettraient aussi d'isoler les plus contestataires. Après, malgré tout, vous n'enlèverez pas le problème, c'est que vous avez aujourd'hui malheureusement une frange de gens qui sont, j'allais dire, perdus pour la République, et contre lesquels il faudra accepter d'avoir des moyens de réponse adaptés, parce que ils sont dans une logique. C'est comme vous parlez de l'islam radical. Vous avez des gens qui sont sortis du jeu républicain, et contre lesquels vous ne pourrez pas faire autrement qu'avoir les moyens de vous défendre. Si vous le faites pas, vous acceptez les conséquences pour la démocratie et pour les hommes et les femmes libres. Le problème, c'est qu'on ne peut pas réformer, il faut réformer ces retraites, c'est un autre problème quand même, que c'est vrai que tout le monde veut travailler moins et gagner plus, donc c'est un petit souci. La réponse politique, je ne l'enlève en aucun cas à quiconque. Au contraire, je suis la première à en réclamer une, étant donné les débats actuels où effectivement je suis assaillie par de nombreuses remarques, notamment sur les questions des forces de l'ordre, ce que nous on vit aussi, puisque il faut bien comprendre aussi que les revendications, les forces de l'ordre en ont aussi. Ils en ont beaucoup et qu'ils font face lors des manifestations à des individus typiquement violents. Cette technique Black Bloc est employée depuis les années 80. Pas que en France, mais depuis les années 80, ça existe. Donc on n'est pas du tout sur une question de nouveauté dans le régime, enfin dans la contestation en France. C'est pas une nouveauté dans les manifestations françaises. Le point qui est important, c'est une espèce de radicalité où des personnes se sont effectivement révélés extrêmement violents, d'où l'usage de certaines armes. Et on va éviter un maximum, j'ose l'espérer le plus longtemps possible, à faire usage d'une arme létale. Et là, ce serait terriblement grave, et pour notre République, et pour notre démocratie, et pour les forces de l'ordre, et pour les manifestants. Le point qui est important à soulever, c'est effectivement que oui, il y a des réponses politiques à donner, mais je ne suis personne pour les donner, et ce ne sont pas les fonctionnaires de police aussi qui vont le faire. Par contre, ce sont eux qui sont aujourd'hui accusés, et ce sont les manifestants qui se sentent accablés par les fonctionnaires de police. Je tiens juste à souligner un point, au cas où certains auditeurs ou d'autres personnes viendraient encore nous dire qu'il fallait rejoindre les Gilets jaunes. Juste un point à souligner. Les fonctionnaires de police sont depuis maintenant de nombreuses nuits en code 562 pour les policiers de nuit, c'est-à-dire qu'en fait ils vont se déplacer que sur appel 17, qu'en cas d'urgence, pour justement contester leur régime parce qu'ils ne travaillent que pour 97 centimes de l'heure en nuit, que les policiers de la PTS, c'est-à-dire politique, scientifique et technique, sont également dans une contestation massive et dont on ne parle très peu, parce que justement, ils n'ont pas le statut de policier alors qu'ils font un métier extrêmement dangereux et important. Je croyais que le gouvernement, justement, parce que c'est bien quelqu'un pour lequel ils cèdent, c'est les policiers, parce que s'ils s'occupaient de leur police... Franck est en ligne avec nous. Bonjour Franck. Oui, bonjour. Oui, on vous écoute. Vous voulez réagir à notre débat sur Sud Radio ? Oui, d'abord, excusez-moi parce que j'ai pris le débat en cours, donc je ne sais pas qui c'est qui est sur le plateau. Eh ben, écoutez, Sophie de Menton, Perrine Salé, François Coq et Alexandre Malafaille. Mais on vous écoute. Bon, bonjour à toute l'équipe. Déjà, je voudrais réagir sur la violence. Déjà, moi, je me suis monté plusieurs fois à Paris pour la manifestation des Gilets jaunes. Et si on me dit qu'il n'y a pas de violence de côté de la police, ce gouvernement, il n'a rien compris. Moi, j'ai vu des personnes âgées se faire bousculer par la police, se faire tabasser, se faire gazer. J'ai vu des handicapés se faire rouer de coups, se faire descendre de la chaise, de leur fauteuil roulant. Mais je sais pas, mais... Comme me disait un de votre personne qui est présente sur le plateau, ça a commencé déjà par la violence sociale par rapport à ce gouvernement. Donc après on me dit c'est les flics qui sont accablés. Mais attendez, mais on vit où là? Ce gouvernement, je sais pas qu'est-ce qu'il a dans les yeux, mais il faudrait qu'il se nettoie les yeux parce que il ne voit pas ce qui est en train de se passer.
Bah si, je pense que tout le monde a aujourd'hui conscience de la situation et de la violence aujourd'hui. Alexandre Malafaille. Merci Franck. Oui. Moi, je suis pas expert du sujet, mais quand on voit 1 an et demi pratiquement de manifestations, de mouvements tous les week-ends, il faut quand même rendre hommage aux hommes et aux femmes qui essayent de maintenir l'ordre. Alors de temps en temps, c'est vrai, malheureusement, et on est tous d'accord, je pense, pour le reconnaître, il y a certainement des bavures ou des coups malheureux ou des situations qui font qu'il y a une main arrachée. C'est dramatique, c'est épouvantable, mais il faut regarder les images en contrepoint. Il faut quand même regarder ce qui est subi par les forces de l'ordre, avec un niveau d'une violence parfois qui est quand même extraordinaire. Et je crois qu'il faut prendre ça en compte avant de commencer à jeter le bébé l'eau du bain en disant c'est les méchants, c'est les gentils. C'est un peu plus compliqué. C'est ce qu'on dit depuis le départ, c'est qu'il n'y a pas, on peut pas être totalement manichéen. Merci à tous les 4, à suivre André Berkoff.